Donc nous avons le plaisir d'être avec Jean Peyrelevade. Merci beaucoup Jean d'être avec nous. Merci de Euh, m'accueillir. Jean, alors je vais vous présenter en quelques mots parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais pour résumer, en fait vous êtes un ancien haut fonctionnaire et vous avez notamment dans les années 80 été le conseiller économique du Premier ministre qui était Pierre Mauroy, et vous avez très bien connu donc cette période où la gauche rassemblée a pris le pouvoir et où il y a eu une réalité euh, qui s'est présentée devant la gauche, qui est celle du budget et de l'économie. Et ça tombe bien parce que justement l'économie, c'est votre sujet, Jean. Oui, Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à aller lire votre tribune publiée donc la semaine dernière dans l'Express, où vous expliquez qu'en fait la référence à 1936 et 1981, justement par le nouveau Front populaire, en fait c'est une inculture historique, c'est une exactitude, c'est même, alors je me permets de le dire, mais un mensonge, parce que déjà le contexte historique n'est pas du tout le même, c'est ce que vous expliquez bien dans l'article, mais c'est aussi que aujourd'hui, en 2024, nous nous présentons face à une véritable impasse budgétaire. Et cette impasse, c'est parce qu'on a une épée de Damoclès qui s'appelle la dette publique, la dette française. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps qu'on en parle. Vous étiez d'ailleurs, vous, Jean, un des premiers à la décortiquer et à l'expliquer. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, en fait, pourquoi c'est une impasse? Pourquoi cette dette, elle est aussi importante et ça devrait être un des sujets peut-être majeurs de ces élections législatives hors normes? Alors, premièrement, la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 1981. Je me permets de dire rapidement pourquoi. Oui, Le plan de relance fabriqué avec les 110 propositions de François Mitterrand représentait à peu près 2,5% du PIB. Les 150 milliards qui seraient dans le nouveau programme du soi-disant nouveau Front républicain, ça représente 5% du PIB, c'est-à-dire 2 fois plus. Or, l'énorme différence, c'est qu'en 1981, nous n'avions pas de dette publique, 20% du PIB, alors qu'aujourd'hui, elle est de 110% du PIB, et nous avions une balance des paiements à peu près équilibrée, alors qu'aujourd'hui, elle est structurellement déficitaire de 2 à 3% du PIB par an. Donc, nous donnons au peuple l'illusion qu'on va faire 2 fois plus de relance qu'en 1981, alors qu'on est dans une situation bien pire. Et j'ajoute que Pierre Mauroy, qui était un homme parfaitement lucide, savait dès le premier jour qu'après avoir exécuté toutes les réformes demandées par François Mitterrand, qu'on a fait le plus vite possible, il fallait revenir immédiatement à la rigueur de gestion derrière. Et j'étais, disons, le principal concepteur à ses côtés du retour à la rigueur, qui est une invention, qui est un vocabulaire de sa part, pas de la mienne. Le tournant de la rigueur, c'est une expression de Pierre Mauroy. Alors, donc tout ça, c'est une histoire qu'on fait disparaître. Parce qu'un social-démocrate comme lui, un réformiste comme lui, qui à la fois fait des réformes sociales considérables et qui, à la différence de Léon Blum, ensuite rétablit les équilibres économiques et installe la gauche dans la durée au gouvernement, c'est une première. Hein. Il n'y en a pas avant. Il est le premier à avoir fait ça. Et donc, je suis très fier d'avoir travaillé pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans la dégradation des finances publiques que personne ne veut voir? Je vais faire d'ailleurs ma prochaine tribune des Échos probablement sur ce sujet en reprenant quelques idées d'un ami qui est Jean-Pascal Beaufret, qui a aussi travaillé dans des cabinets de gauche, à peu près à la même époque que moi, et qui est un très grand expert des finances publiques. Qu'est-ce qu'on cache aux Français? Presque tous les hommes politiques, sauf, je pense, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Vous voyez, j'en prends un de chaque côté. Depuis 7 ans, les finances publiques, le déficit public a augmenté de 800 milliards, c'est-à-dire à peu près
d'un quart de la dette totale actuelle. Il a augmenté la dette totale actuelle à peu près d'un quart en 7 ans. C'est bien, hein, Oui, et Jean, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas uniquement lié au Covid. C'est que Non, c'est non, non, l'arbre non, qui non, cache la j'y forêt, le viens, Covid. j'y Ouais. viens, j'y viens. Donc, il y a 800 milliards de dettes supplémentaires d'euros. Sur les 800 milliards, les crises n'en expliquent que le quart, 200 milliards. Et l'essentiel, la plus grosse partie, 40%, 40%, c'est-à-dire à peu près 320 milliards, c'est-à-dire 50 milliards par an à peu près, c'est-à-dire 2% du PIB, hein, donc Mm. on est dans des chiffres considérables, c'est le déséquilibre des prestations sociales. Ce déséquilibre des prestations sociales, par définition, les prestations sociales, elles devraient être équilibrées, puisque la retraite, la santé, les actifs payent pour les retraités, les bien portants payent pour les malades, c'est de la solidarité, et tout ce qu'on ne paye pas, on le renvoie sur les générations futures, ce qui explique peut-être le mécontentement des jeunes générations aujourd'hui et leur penchant exagéré à mes yeux pour le Rassemblement national, hein, qui fait des promesses illusoires, qui va tout régler. Donc, ce rééquilibrage des prestations sociales est une condition sine qua non de rééquilibrage des finances publiques. Et pourquoi on a besoin de les rééquilibrer? C'est que tant qu'elles ne sont pas rééquilibrées, on ne peut pas investir ni pour l'école, ni pour la défense, ni pour la révolution climatique, ni pour les hôpitaux, ni pour la recherche et le développement, etc., etc., etc. Donc l'État régalien est rendu immobile, impossible d'action par euh, la distribution généralisée de prestations sociales non financées. Et sur le montant euh, donc de 50 milliards par an, 40% du total, je dois dire que ça va choquer beaucoup de gens, y compris chez les syndicalistes, y compris chez les travailleurs, mais il y en a la moitié qui vient du régime des retraites, dont on cache soigneusement le déficit structurel. Vous avez également écrit il y a 2 ans, alors en fait il est paru en 2023, mais je crois que vous l'avez écrit en 2022, un livre qui s'appelle, un essai, qui s'appelle Réformer la France, dans lequel vous expliquez effectivement vos années aux côtés de Mauroy, mais aussi les leçons qu'on peut tirer alors, de ce que c'est une vraie réforme, en tout cas de Oui, la France réformiste. Et vous expliquez bien, en fait, sans rentrer justement dans les détails de l'économie, c'est pas du tout techno comme essai, mais vous expliquez en fait les grands ensembles et notamment comment on gère un budget. Et en fait, la politique, avant tout, c'est ça. oui, C'est comme une famille. C'est une métaphore d'ailleurs que vous employez. C'est comme une famille. C'est comme quand on gère le budget d'une famille. oui, Quelles sont nos recettes? Et puis ensuite, une fois que on sait combien on a, eh bien on va prendre des décisions sur les types de dépenses qu'on va faire. Mais on ne pourra pas avoir une approche généraliste parce que sinon, on va saupoudrer. Pour vraiment avoir de l'action, vous dites qu'il faut avoir des investissements qui sont francs dans des secteurs. Or, là, on a 80% en fait, de notre budget qui passe, qui est déjà fléché vers les prestations sociales. Donc, en fait, il n'y a que oui, 20%, et enfin, je vous cite, hein, il n'y a que 20% en fait de notre budget qui sert de variable d'ajustement. Donc, en fait, toutes les propositions qu'on peut voir, là, notamment les propositions économiques, en fait, elles ne jouent que sur ces 20%-là, c'est-à-dire rien oui, du tout. exactement. Exactement, c'est en ce sens. Tu sais, ma thèse que je développe dans Réformer la France et que j'ai expérimenté avec ce grand politique qui était Pierre Mauroy, qu'on a oublié, un très grand politique, grâce à lui, j'ai appris que la première condition pour de l'action, c'est le diagnostic. Donc, quand on lui disait, voilà le problème qu'on a, il ne croyait pas comme ça. Il me disait, expliquez-moi. Et donc, il nous forçait à aller jusqu'au bout du diagnostic. Et une fois que vous êtes au bout du diagnostic, vous pouvez commencer à penser à l'action. Et donc, vous avez complètement raison. Si le diagnostic est que c'est les prestations sociales qui causent le déficit, c'est pas en grattant sur les dépenses de l'école,
les dépenses de fonctionnaires, de nombre de fonctionnaires, ou la soi-disant réduction comment dire, du désordre d'État qu'on va améliorer les choses. On va couper dans des dépenses qui sont des dépenses essentielles. C'est pas, pour reprendre un mantra de gauche, hein, c'est pas en coupant les subventions à la recherche et développement des entreprises qu'on va améliorer la situation du système productif. C'est d'ailleurs une autre donnée absolument fondamentale à gauche, en particulier, mais pas seulement, c'est que les Français, on ne leur explique pas assez que, avant de parler de distribution de richesses, d'inégalité, de qu'est-ce qu'on donne à un tel, de qu'est-ce qu'on donne à tel autre, comment on subventionne, comment on aide, il faudrait peut-être réfléchir à comment on produit les richesses. Parce que si on ne produit pas de richesses, ben par définition, on n'a rien à distribuer. Qui aujourd'hui parle réellement de l'état de notre système productif? Personne. Donc, à nouveau, déni de réalité, refus de diagnostic. Alors Jean, évidemment, alors ceux qui vous connaissent un petit peu, moi j'ai cet honneur, mais vous êtes un vrai social-démocrate pur jus. Oui, oui. Et alors là, on a effectivement été sur le terrain économique, mais peut-être est-ce qu'on peut expliquer de manière très simple pourquoi la dette publique c'est une impasse? Pourquoi c'est si important? Parce que finalement, vous voyez, on peut dire aux Français, vous voyez, à 15 ans, on était à 1000 milliards d'euros de dette. Là, maintenant, on a 3000 milliards d'euros de dette. Finalement, ces chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour notre avenir? Je vais vous dire, il y a pas de réponse évidente dans le temps. Parce que ce qui se passe dans l'histoire, je vais revenir par exemple, à l'histoire de la République de Weimar, hein, parce que l'effondrement de la République de Weimar, dû à l'inflation, dû à l'excès de dette, c'est ça qui a favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc, ce n'est pas un phénomène neutre, hein, ou indifférent. Mais quand vous avez un prêteur qui vous prête de l'argent, que ce soit le banquier d'à côté, que ce soit un prêteur international, que ce soit un État étranger, quel que soit le prêteur, pendant longtemps, il vous fait confiance. Et pour l'instant, le cher monsieur Bruno Le Maire, il se contente de dire la dégradation de la note de la France, ça n'a aucune importance puisque les prêteurs sont toujours là. On est passé de 18 à 17 en note. Mais ce qui se passe, c'est que pour des motifs qu'il est difficile d'expliciter de manière scientifique, il y a un moment, c'est comme dans la vie, presque dans la vie de couple, si je puis dire, hein, dans la vie de Oui, famille à nouveau. Il y a un moment où la confiance disparaît. Et la personne qui vous prêtait sans problème jusqu'au dimanche soir, le lundi matin, elle vous dit je ne vous prête plus. Et donc vous passez brusquement, c'est ça les crises monétaires, mmh. vous passez brusquement d'une situation qui vous paraît calme et tranquille à une situation où vous n'avez plus du tout de ressources. Et là, c'est le drame. Ce qui s'est passé en Grèce. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Ouais. Grèce. Du jour au lendemain, la Grèce était en faillite. Et donc en fait, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que C'est une question de confiance, c'est ça, c'est complètement. que on vous fait plus confiance dans votre capacité à pouvoir rendre l'argent qu'on vous a prêté. Exactement, exactement. Et on ne fait plus confiance dans votre capacité, on ne fait plus confiance dans votre économie à fabriquer les richesses nécessaires. C'est d'ailleurs pour ça que l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir serait une catastrophe, à mes yeux, immédiate sur les problèmes de la dette. Immédiate. Oui, parce qu'on se retrouverait effectivement dans ce problème de confiance Immédiate. immédiat. Mmh. Immédiat. Et alors, je sais que vous, c'est votre sujet, mais comment vous expliquez que justement, ce soit si absent du débat public? Alors vous, Jean, ça fait longtemps que vous en parlez, mais je vais dire, il suffit de remonter jusqu'à la crise des subprimes, jusqu'à Oui, 2007-2008, où c'est oui. vraiment devenu quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne ressurgisse que maintenant, en 2024, et encore de manière un petit peu parcellaire?
Parce qu'il y a l'idée politique Oui. que la France est un grand pays. Je rappelle qu'on fait 3% du PIB mondial, hein, donc grand pays, il faut pas. Bon, que c'est un grand pays en Europe, c'est un peu plus vrai, et que donc toute difficulté française éventuelle trouvera des solutions européennes. Hmm. Seulement, comment peut-on dire ça alors qu'on est en même temps, je parle du Rassemblement national et de M. Mélenchon à l'autre côté, alors qu'on est en même temps opposé au développement européen? Comment peut-on dire ça en croyant, comme c'est arrivé à la Grèce, qu'une aide européenne qui arriverait parce que la France est effectivement trop grosse ou trop grande ou trop importante pour qu'on la laisse tomber, mais il ne faut pas croire qu'une aide européenne, comme on l'a vu en Grèce, comme on l'a vu en Espagne, comme on l'a vu au Portugal, comme on l'a vu en Italie, qu'elle arrivera sans contrepartie. Donc, il y a cette espèce d'illusion en rien dans l'Europe pour nous. Hmm. Il y a ensuite les économistes fous, il y en a, hein, surtout à gauche, euh, qui disent, mais vous inquiétez pas, on prélèvera 2% sur les 150 Français les plus riches et on réglera tout. Ouais, mais là, pour le coup, c'est de la doctrine, c'est de la C'est de pure la doctrine, idéologie. c'est de Ouais. l'idéologie. Il y a les gens qui ne savent pas ce que c'est que la monnaie, qui disent, oh ben, la dette, c'est simple, il n'y a qu'à l'annuler. Hein. Vous dites à la Banque centrale qui n'est même pas française d'ailleurs, qui est européenne. Vous dites à la Banque centrale européenne, oh ben non, vos créances sur la France, vous les annulez. Donc, ouais, tout ça, c'est du rêve qui touche au cauchemar d'ailleurs, Ouais. si jamais il arrivait. Hein. Voilà, c'est l'illusionnisme, le déni de réalité, le refus du diagnostic précis, le refus de l'approche rigoureuse, si je puis dire, de la réalité. Alors, on manque pas de solutions, elles existent, mais c'est vrai que ces solutions, elles passent quand même par des efforts, et notamment des efforts collectifs, Des efforts euh, demandés à tous. et des efforts demandés à tous. Oui, Et ça veut dire quoi, Jean? Ça veut dire plus d'impôts, c'est ça, hein? oui, ça veut dire plus de prélèvements pour compenser le déséquilibre des finances sociales. Alors, pour bien montrer que j'ai beau être très aisé, riche, etc., euh, je suis, oui, partisan de la reconstitution de l'impôt sur la fortune, mais qui ne va pas ramener des fortunes Non. gigantesques, hein. C'est quelques milliards d'euros. Je suis d'accord pour qu'on augmente le barème de l'impôt sur le revenu, mais là aussi, il y a des règles constitutionnelles qu'on ne peut pas dépasser, que tous les gens volontairement ignorent, mais vous ne pouvez pas faire payer par un ménage un impôt supérieur à 75% de son revenu, parce que c'est anticonstitutionnel. Euh, En et plus d'être suicidaire, hein, mais en plus d'être suicidaire, en plus, ouais. parce que naturellement, vous savez qu'il y a déjà des gens riches qui commencent à dire euh, dans les radios, dans les télés, Oui. qu'ils envisagent de partir à l'étranger. Hein. Il Mm. suffit qu'on parle de ça pour que ce ne sera jamais mon cas. Moi, j'accepte de payer plus d'impôts sur le revenu parce que je suis social-démocrate, mais c'est pas ça qui va sauver la France. Et il va falloir euh, les recettes sociales, c'est quoi? C'est la CSF. Hein. Il va falloir augmenter la CSF pour tout le monde avec peut-être une progressivité du barème. Voilà. Voilà. Non, mais alors, Jean, enfin, c'est sûr que c'est pas, on va dire que c'est pas très sexy comme discours, mais il faut juste se rendre compte que euh, pour éviter l'effondrement, parce que là, on peut vraiment parler d'effondrement, Oui, euh, il faut qu'il y ait cet effort collectif de oui, tous, hein, oui, c'est ça que ça veut dire, pendant plusieurs années, peut-être quelques décennies, pour justement nous permettre d'avoir ensuite la marge de pouvoir assumer les choix sociétaux que l'on a envie de oui. faire. Je ne dis pas quelques décennies, hein. Je suis plus Non? optimiste que ça. Si D'accord. on était sérieux, un bon diagnostic, un effort, c'est un effort, à mon avis, provisoire, de l'ordre d'un quinquennat, 5 ans. Mais il faut trouver le gouvernement, je ne parle pas du président, il faut trouver le Ouais. gouvernement qui s'attaque à ce problème et qui soit capable de l'expliquer aux Français. C'est 5 ans pour redresser la barre, c'est ça, hein? 5 ans pour redresser la barre. Voilà. Oui, on a 5% de déficit annuel. Il faudrait descendre à
Il faudrait descendre à 1 à 2%. Vous voyez, c'est de l'ordre de 1% par an. 1% par an, c'est 30 milliards par an. 5 ans, on doit y arriver. Parfait. Bon, merci beaucoup, Jean. C'était riche. Voilà, je vous en Voilà, prie. c'était super. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi. À bientôt. Au revoir, À Jean. bientôt. Au revoir. Merci.